Je m'appelle Anaïs, je suis maman de Solène qui a 3 ans et demi et nous avons accueilli notre deuxième fille Iris il y a maintenant 2 mois et demi. Ma deuxième grossesse s'est très bien passée. J'ai accouché d'Iris à Moulins le 27 juin. Mon accouchement en soi s'est très bien passé malgré quelques interrogations des soignants au niveau du liquide amniotique lors de l'accouchement et du tonus d'Iris qui était moyen mais qui s'est vite rectifié. Elle pleurait à la naissance, tout s'est bien passé, ça s'est arrêté là, ils m'ont fait remonter en chambre au bout de 2 heures, le temps normal après un accouchement. Une fois en chambre de maternité, Iris a beaucoup dormi pendant à peu près les 10 premières heures. On s'est dit que c'était normal après un accouchement, elle avait besoin de récupérer, sauf que Iris ne réclamait pas à manger, ni le premier jour ni le deuxième jour. Elle ne pleurait pas, ne bougeait que très peu et ne s'éveillait que très peu. J'en ai beaucoup parlé aux équipes qui passaient dans la chambre, mais c'était ma deuxième grossesse, ils considéraient que je savais faire et que c'était normal, que ça pouvait être un démarrage difficile, qu'il fallait pas trop s'inquiéter ni s'acharner. Donc on a laissé un peu comme ça. Et le jour de la sortie, pour le coup, la pédiatre s'est un peu affolée de son état et l'a transférée en service de néonat à côté. À la base, c'était pour de l'observation. Juste avant la sortie, il était toujours question que je sorte en début d'après-midi. Elle a eu une prise de sang et plusieurs examens. On ne comprenait pas trop pourquoi on mettait tout ça en place. Le taux d'ammoniac n'était pas bon. Et ils nous ont expliqué 1 heure après que le lendemain matin, elle partait en urgence en soins intensifs à Clermont-Ferrand et qu'il fallait qu'on s'organise pour la suivre. On ne comprenait pas pourquoi on en était là à ce moment donné. On devait sortir, on devait rentrer à la maison, on avait préparé Solène. Donc tout ça a été très brutal. Il a fallu qu'on trouve une organisation pour pouvoir partir le lendemain. On a réservé un appart sur nos smartphones dans le box pour partir. On a pris 5 jours à la base pour voir ce qu'il en était là-bas. Mon conjoint est rentré, a préparé les valises. On a préparé Solène, on lui a dit qu'on partait en vacances. On a utilisé son livre préféré, La Petite Loup, partait en voyage. Et on a pris le cosy, un peu naïvement, en pensant qu'on la ramènerait au bout de 5 jours parce qu'il n'y avait rien pour nous. Et donc le lendemain matin, elle est partie à 9h avec les ambulanciers et nous on a suivi dans la foulée à 9h30, on était en voiture. On est arrivé à Estaing, un peu perdu déjà, il a fallu qu'on trouve le service de soins intensifs qui est un service donc fermé. On l'a retrouvée dans un box toute seule. Voilà, perfusée, du coup sur le cordon ombilical cette fois, scopée. En couveuse, avec une sonde nasogastrique en plus qu'elle n'avait pas à Moulins. On nous a demandé ce qu'on avait compris de pourquoi Iris était ici. C'était un peu vague du coup, à part un taux d'ammoniac. Donc on a un peu tout repris avec nous pour nous dire en fait qu'Iris était hypotonique, soit un bébé mou. Donc en effet, après examen, Iris ne bougeait pas ses bras, ne bougeait pas sa tête et après être restée à jeun une journée à Moulins, ne mangeait plus du tout et ne se réveillait plus. Beaucoup d'examens ont été mis en place sur Iris. On nous a expliqué au bout des 5 jours qu'on ne repartirait pas avec elle, qu'il manquait encore beaucoup de résultats d'examen et qu'il fallait qu'on s'organise pour au moins 1 mois au CHU Estaing. On a réfléchi le soir même, du coup, à comment s'organiser. La meilleure option pour nous était le train. Étant à 1h30 d'ici, il fallait qu'on puisse trouver une solution qui, économiquement, en 1 mois, ne nous ruinerait pas non plus et qui, en termes de fatigabilité, serait faisable sur du long terme avec Solène au milieu. Qu'on ne pouvait pas emmener à Clermont-Ferrand, on l'a testé sur 5 jours. Il fallait pas continuer plus. L'option du train, 1 jour sur 2. 1 jour moi, 1 jour lui. Et le soir, on était tous ensemble à la maison. C'est vrai que lorsqu'on suspecte une pathologie sévère,
neuromusculaire ou d'une autre nature qui va nécessiter une prise en charge initiale un peu complexe, des bilans complémentaires, voilà, donc des investigations de façon à obtenir un diagnostic, des ajustements thérapeutiques et une observation de la tolérance de ces ajustements et de l'efficacité de ces ajustements, ça va être long. Alors quand on annonce ça à des familles, lorsqu'on pose un diagnostic, même si on n'a pas le diagnostic définitif, mais on pose le diagnostic de maladie potentiellement sévère chronique, on a tendance à effectivement dire voilà, cette hospitalisation risque d'être prolongée, on peut partir sur 1 mois d'hospitalisation, mais en réalité on ne sait pas exactement, ça peut être 3 semaines, ça peut être 5, ça peut être 2 mois, ça peut être plus, on ne sait pas réellement à l'avance, mais on a tendance à essayer de faire saisir aux parents la sévérité de la pathologie de cette manière-là, le sérieux avec lequel on doit aborder la problématique de l'enfant, et ça nous permet aussi de faire en sorte que les parents anticipent une certaine organisation familiale et surtout se préparent émotionnellement, affectivement à vivre une période difficile de leur vie. Cette manière d'annoncer l'hospitalisation longue, c'est, je pense, parfois un peu maladroit. Parce qu'on ne devrait pas commencer comme ça, peut-être qu'on devrait attendre que les parents nous demandent combien de temps ça va durer. Certains parents ne le demandent pas en réalité, et quand on a commencé à créer le lien avec les parents, c'est bien à un moment donné d'aborder ça, la durée d'hospitalisation. Pas forcément le premier jour où on rencontre la famille, mais dans les 2-3 premiers jours de prise en charge, c'est important de l'aborder si eux-mêmes ne viennent pas questionner ça. Ça me semble indispensable pour les projeter, leur permettre de s'organiser à tout point de vue et puis leur permettre de saisir qu'il y a quand même une gravité potentielle, même si ça leur a déjà été exposé par d'autres biais, évidemment. Et le 12 juillet, c'était mon jour à Clermont-Ferrand. Donc je suis arrivée vers Iris, tout était comme d'habitude, sans souci, je l'ai retrouvée dans sa couveuse. L'interne est venue me voir en me disant qu'elle voulait me parler le soir même avant que je m'en aille. Je me suis pas plus inquiétée que ça parce qu'ils nous parlaient tous les jours presque. Sauf que le soir, ils sont rentrés à 4 dans le box avec le généticien qu'on avait vu plusieurs fois, qui nous avait beaucoup questionné pour pouvoir après bilanter Iris. J'ai compris qu'il y avait quelque chose quand même qui était pas bon à ce moment-là. Alors, je sais ce que c'est les diagnostics d'annonce. Ils m'ont emmenée dans une salle à côté et donc ils m'ont expliqué que Iris était atteinte du syndrome de Prader-Willi. Donc le soir en rentrant, je l'ai annoncé du coup au papa, forcément, qui ne connaissait pas du tout le syndrome. Moi non plus à la base, mais j'avais voulu savoir les maladies qu'il recherchait sur Iris. Donc j'avais cherché un peu les symptômes de toutes les maladies possibles. Lui, pas du tout. Donc la surprise a été entière, pleine. Il voulait pas se prendre la tête avec tout ça avant. Il est resté mutique toute la soirée. Je crois que j'ai pas entendu le son de sa voix. Il a beaucoup cherché sur Internet. Et le lendemain matin, on en a reparlé et on a décidé d'arrêter de regarder les pages web. Il y a trop de symptômes énoncés, il y a tous les cas graves évoqués. Les cas simples sont très peu, parce que du coup, c'est des parents qui s'en sortent et qui ne jugent pas nécessaire de mettre leur témoignage. À Estaing, ils ont été très axés sur le fait que la maladie dépendait des enfants et qu'il fallait pas du tout regarder les autres. On sait qu'il y a un panel de symptômes qui va arriver. On ne sait pas comment Iris en sera atteint. On ne sait pas si elle les aura tous. On ne sait pas à quel degré. Donc on a décidé d'arrêter, de regarder et de prendre au jour le jour. De prendre les infos qu'on nous donnait, de prendre ce qu'il y avait sur le moment, on avait déjà bien assez, et d'oublier le reste pour l'instant. On s'en est beaucoup mieux sortis à partir de ce moment-là. Je pense que c'est toujours très important de se préparer en tant que médecin à une annonce diagnostique. De se préparer de manière à pouvoir répondre à toutes les questions un peu spécifiques que les parents pourront poser sur la maladie, un peu scientifiques aussi, parce que parfois les parents ont besoin d'explications plus approfondies, ont besoin de comprendre un peu la physiopathologie de la maladie.
Donc c'est important de bien revoir toutes ces bases-là, de manière à ne pas laisser un peu dans le vague, ce qui pourrait ouvrir la porte à d'autres supports, d'autres recherches, qui ne seront pas forcément des recherches qui leur apporteront des réponses bien scientifiques, ni qui seront le reflet de leur réalité, de leur enfant. Notamment, je pense à Internet et toutes les sources qu'on peut y trouver qui sont parfois délétères, je pense, pour les familles qui vont surtout y voir du négatif, du péjoratif et vont pas forcément tomber sur les supports où les gens vont être résilients ou vont annoncer des choses ultra positives sur la pathologie de l'enfant, de leur enfant. La deuxième chose, c'est leur expliquer aussi que même si on leur expose les différents symptômes que peuvent présenter les patients qui ont cette pathologie, il y a une grande variabilité. Quelle que soit la maladie, en fait, il y a toujours une variabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des symptômes modérés, mineurs, à sévères et parfois une intrication de plusieurs symptômes, mais pas forcément tous les symptômes qu'on leur annonce. Et enfin, je dirais, la dernière chose, c'est de les recentrer sur l'instant présent. Parce que quand on parle d'une pathologie, on parle beaucoup de l'avenir. On dit attention au retard de développement, attention aux troubles du comportement, attention au hasard à l'épilepsie qui peut arriver dans la vie. Et donc c'est un peu comme une épée de Damoclès qu'ils ont ces gens, un peu toute leur vie en fait, s'ils ne se ressentent pas sur l'instant présent. Et la plupart des familles que je suis et que je connais qui ont un enfant porteur de handicap ou avec des difficultés développementales et à qui on a fait une annonce précoce, me disent que ce qui a été déterminant, c'est le moment où ils ont commencé à être un peu plus résilients et surtout à se recentrer sur l'instant présent, à se recentrer sur leur enfant et au moment de bonheur qu'ils partagent avec leur bébé ou leur enfant maintenant. Et puis l'avenir sera fait de ce qui sera fait, mais au moins l'instant est vécu et la vie continue, quoi. Et quand il y a ce déclic-là, je pense que ça va mieux. Les familles vont mieux. Et ça, je l'observe souvent en consultation. Ça, c'est pas immédiat, ça prend du temps, mais ça arrive. Voilà. Le syndrome de Prader-Willi, c'est une maladie génétique rare, très souvent accidentelle, ce qui est le cas d'Iris. On a fait des prélèvements sur nous deux, qui touche le chromosome 15, une partie du chromosome 15 qui soit reste silencieuse, soit n'est carrément inexistante. Iris, elle n'est pas là. Ceci, du coup, entraîne une hypotonie généralisée à la naissance. C'est des enfants qui bougent très peu, voire pas du tout. Parfois comparés un peu à des poupées de chiffon. Des difficultés d'éveil, des difficultés d'alimentation. Dû à l'hypotonie, toujours, tout est mou, donc le pharynx, les poumons. Et vers l'âge de 2-3 ans, ça prend le côté inverse. C'est une absence de satiété qui rentre en jeu. Ça devient une addiction, hein. Donc il faut un régime alimentaire strict dès le début, aucun écart, jamais. Des difficultés d'apprentissage sont possibles, de troubles du comportement, de développement sexuel presque à coup sûr. Et je crois que j'ai fait le tour, mais tout ça rend plus ou moins la vie adulte autonome compliquée, voire impossible. Sa petite sœur Solène, ce qui a été dur, elle, c'est la séparation qu'il y a eu entre Moulins et Estaing. Parce qu'elle l'a vu les 2 premiers jours à la maternité. Elle avait tellement hâte de rencontrer sa sœur que c'était un peu une pile électrique. Et au bout de 2 jours, on lui a annoncé qu'elle ne pourrait plus la voir. Et ça a été difficile pour elle, elle ne comprenait pas. On a essayé de lui expliquer qu'elle était avec des médecins, qu'elle était un petit peu fatiguée et qu'il fallait on s'occupe d'elle. Les 5 premiers jours à Clermont ont été très compliqués. L'organisation d'après était un petit peu mieux pour elle. C'est triste à dire, mais elle l'a oublié en fait pendant 1 mois. Et on a laissé comme ça, on a laissé courir. Donc elle en parlait plus, presque, à la fin. On a réactivé la discussion sur sa sœur quand elle est revenue sur Moulins après. Elle est retournée la voir à ce moment-là. Pareil que la famille, on lui a montré des photos avant, donc elle a posé ses questions. À quoi sert le tuyau ? Qu'est-ce que c'est que ces lunettes qu'elle a dans le nez ? On lui a donné les réponses
qu'elle pouvait entendre d'une enfant de 3 ans, que c'était pour l'aider, qu'elle en avait besoin, que tout ça allait disparaître avec le temps. Voilà. Sa seule question était de savoir si elle avait eu ça bébé aussi. Bon, la réponse était non, mais elle a pu poser d'autres questions et une fois qu'elle l'a vu, il n'y a rien qui l'a chagrinée. C'est la matinée, c'est pour la nuit, c'est que pour la nuit. Et les petites lunettes dans ton nez, c'est pour l'aider à respirer comme il faut. Maman et papa, ils allaient au train. À Moulin, on pourrait la voir à Moulin. Et à Clermont, non, on ne pourrait pas la voir à Clermont. Parce que moi, vous les doigts chérie. Et moi, j'aime pas quand maman et papa, ils allaient au train. Mais des fois, elle lui fait des câlins. Et des fois, il faut pas beaucoup le faire des bisous dans ton visage parce que moi, je suis enrhumée. Suite à son hypotonie, Iris a du mal à respirer. Les muscles respiratoires sont trop mous, donc elle fait des apnées pendant ses phases de sommeil surtout. Il y a un appareillage qui est mis en place, un système de support ventilatoire par petites lunettes à la base. Beaucoup de tests sont faits pour voir si les machines conviennent. Une deuxième est instaurée un peu plus tard, un système de masque, ventilation non invasive pour la nuit surtout. Donc on nous familiarise un peu avec ces deux systèmes. On rencontre du coup les prestataires qui viennent nous expliquer les machines sur site à Estaing pour nous montrer un peu le fonctionnement, nous montrer les machines qu'on aurait vraiment à domicile, qu'on puisse commencer à les voir, à les manipuler, voir aussi avec lesquelles on est les plus à l'aise pour faciliter notre retour au quotidien, parce que c'est quelque chose qu'elle aura au départ sur toutes les phases de sommeil, et donc elle dort à peu près 22 heures par jour. Donc il faut quand même quelque chose qui soit facile pour nous, que Iris supporte bien aussi. Donc on arrive à discuter tous ensemble, médecins, prestataires, pour trouver le meilleur système qui nous convient à tous. Oui, c'est particulier, mais c'est très riche en fait. C'est très riche quand on arrive à créer un lien avec la famille, quand les parents sont disponibles pour ça, parce que parfois ils sont dans une telle souffrance que c'est pas possible pour eux de créer le lien avec nous, parce qu'ils sont très focalisés sur leur bébé ou très focalisés sur leur propre douleur. C'est vrai que là c'est plus compliqué de créer le lien, mais en réalité lorsqu'il y a une relation de confiance qui s'établit, lorsqu'il y a une alliance thérapeutique qui s'établit, et que la communication est bonne avec la maman, le papa, les deux parents présents ensemble, c'est formidable parce que c'est très profitable à l'enfant, parce que c'est un moment qui est vécu moins difficilement pour la famille aussi. C'est plus tolérable en fait pour eux de gérer la difficulté, la souffrance qu'ils vont avoir face à l'hospitalisation de leur bébé, quand le relationnel est bon avec l'équipe paramédicale et médicale évidemment. Et puis nous, c'est à chaque fois des rencontres en fait. À chaque fois qu'on rencontre une famille, c'est toujours enrichissant parce qu'on fait la connaissance de nouvelles personnes, de nouveaux points de vue, on partage plein de choses. Même si on n'a pas toujours énormément de temps pour eux parce qu'on a pas mal de patients à gérer et en fonction de la sévérité, on peut pas... La sévérité de la situation ne peut pas prendre autant de temps pour chacun. C'est vrai que quand les bébés vont bien, on a tendance à être un petit peu plus expéditif parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. Quand les bébés vont moins bien, c'est plus long et on n'échange pas forcément sur le même sujet. Le 30 juillet, du coup, Iris a été retransférée sur Moulins, hôpital donc le plus proche de chez nous, pour que l'équipe médicale d'ici puisse la connaître les appareillages qui vont la suivre, au cas où il y a un problème. C'est pas un syndrome qui est connu, donc il fallait qu'elle repasse par là-bas pour faire le point. Et donc on nous a également emmené ce jour-là la machine de nutrition, parce que pour le moment, Iris était nourrie avec des seringues de milieu hospitalier. Donc on nous a emmené la machine pour faire la nutrition à domicile. Le retour le 5 août, c'est une grosse journée qui s'organise un peu avant. Il faut ramener donc Iris à la maison, mais il faut faire suivre toutes les machines, qui sont quand même un petit peu imposantes. Donc les prestataires viennent avec nous, transfèrent les machines jusqu'à notre domicile, et en même temps ils nous réexpliquent donc toutes les machines. On a un numéro qui nous est donné en cas de besoin.
pour téléphoner, si on a des adresses mail aussi, voilà, des diététiciens. Donc on a moyen de contacter quelqu'un en cas de problème, on a moyen de trouver des solutions aussi dans les petits manuels qui nous sont laissés. Donc on est plutôt serein quand on rentre à domicile avec le matériel. Nous essayons de développer des solutions justement pour envisager ce retour à domicile et raccourcir l'hospitalisation à l'hôpital, à proprement parler. Et pour cela, nous pouvons utiliser via des machines qu'on peut obtenir grâce à des prestataires comme l'AERA, prévoir sur quelques jours des essayages de différentes interfaces, par exemple au niveau des types de lunettes ou de masques nasaux, qui permettent enfin de trouver la solution qui convient le mieux à l'enfant et à sa famille, tout en respectant une grande sécurité, puisque l'objectif, c'est de réaliser un retour à la maison parfaitement sécurisé et dont le matériel convient parfaitement à l'enfant et à sa famille. 2 mois après, tout va bien déjà. Iris a toujours son support ventilatoire parce qu'elle le gardera encore au moins 6 mois, voire plus. Toujours son appareillage pour la sonde de nutrition aussi, qu'elle gardera encore longtemps, parce que même si c'est mieux, c'est loin d'être satisfaisant. Tout se passe bien, les machines en soi, c'est devenu la norme maintenant. Presque donner un biberon pour nous, c'est plus ça, c'est la sonde. Enfin, c'est devenu très machinal, même pour Solène, c'est même elle maintenant qui nous prévient quand il faut remettre les lunettes à sa sœur parce qu'elle dort. Enfin, tout est devenu le quotidien. Donc quand il nous arrive ce genre de choses, il faut d'abord encaisser, accepter, se faire à l'idée qu'on a un bébé qui est malade et qu'il va falloir l'accompagner, qu'il va falloir l'aider au maximum. Une fois qu'on a encaissé, je pense qu'on devient plus costaud, plus fort. En fait, je pense qu'on finit par trouver une force un peu inattendue, un peu cachée, qui vient comme une vague et qui nous permet de tout gérer de front et de garder le moral, aussi bien pour le quotidien que pour les enfants qu'on a déjà. Et puis on garde le sourire et puis on avance.